Bonjour, voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie proposé par MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'épargne et à l'investissement. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité, la loi Industrie verte. Votée fin 2023, cette loi doit notamment permettre d'accélérer la mobilisation des financements privés afin de rendre le secteur industriel plus vert. En clair, ce texte va avoir un impact sur les produits de placement et plus globalement sur l'épargne des Français. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Mickaël Joussaume. Bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël, vous êtes responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction assurance vie. Alors ensemble, nous allons tenter de comprendre les tenants et aboutissants de la loi Industrie verte en mettant l'accent sur les nouvelles obligations des assureurs et les opportunités qui s'offrent à vous, épargnants, pour aligner vos investissements avec vos convictions environnementales. Alors Mickaël, on a tous plus ou moins entendu parler dans les médias de la fameuse loi Industrie verte, un texte tentaculaire si ma mémoire est bonne. Pouvez-vous nous en toucher 2 mots ? Oui, bien sûr. Promulguée en octobre 2023, la loi Industrie verte a pour ambition d'enrayer la désindustrialisation de la France tout en stimulant l'économie verte. Pour y parvenir, certaines des mesures de ce texte visent à faciliter la création de sites industriels en soutenant, par exemple, la dépollution des friches ou en réduisant les délais d'implantation des entreprises. D'autres mesures favorisent les technologies vertes via un nouveau crédit d'impôt et en fléchant les commandes et les aides publiques. D'autres, enfin, font évoluer l'assurance vie et le plan d'épargne retraite pour que l'épargne des Français joue un rôle central dans le financement de la décarbonation des PME et des ETI. Et quel est l'objectif affiché de cette loi ? Aura-t-elle un véritable impact ? Ça devrait être le cas. Selon les estimations de l'État, d'ici 2030, cette loi devrait entraîner une baisse de 41 millions de tonnes d'émissions d'équivalent CO2, soit une réduction de 5% de l'empreinte des importations et de 1% de l'ensemble des émissions de la France. D'un point de vue économique, le crédit d'impôt investissement industrie verte devrait générer 23 milliards d'euros d'investissement et quelques 40 000 emplois directs sur le territoire d'ici 2030. Alors je rebondis sur ce que vous venez de nous expliquer à l'instant. Cette loi vise notamment à mobiliser l'épargne des Français pour financer la transition écologique. Cette loi a-t-elle des incidences, par exemple, sur l'assurance vie ? Oui, concrètement, la loi Industrie verte introduit des mesures significatives pour orienter l'épargne des Français. On évoque même un fléchage vers des investissements plus responsables. S'agissant de notre activité, les contrats d'assurance vie, comme les contrats d'épargne retraite, sont appelés à jouer un rôle central. Cela a de nombreuses incidences pour les assureurs donc. Lesquelles ? La première consiste pour les conseillers financiers à recueillir les préférences des clients en matière de durabilité afin de leur recommander des placements adaptés à leur profil. La durabilité ? Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous pouvez nous éclairer sur ce concept de durabilité ? Oui, bien sûr. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la durabilité, nous pouvons nous référer à la définition des Nations Unies qui dit qu'il s'agit de la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. C'est la définition. Donc de cette définition, j'imagine qu'il y a différents types de besoins qui ont été définis. Oui, tout à fait. Alors globalement, on distingue 3 grandes catégories. Tout d'abord, la durabilité écologique, qui se concentre sur la protection de l'environnement et la gestion responsable des ressources naturelles. C'est par exemple réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver la biodiversité. Par ailleurs, la durabilité économique qui vise à créer une économie qui peut prospérer à long terme sans épuiser les ressources naturelles. Cela inclut l'innovation dans les technologies vertes, l'efficacité énergétique et la promotion de modèles économiques circulaires. Et enfin, la durabilité sociale qui met l'accent sur la justice sociale, l'équité et le bien-être des individus. Il s'agit de garantir des conditions de travail décentes, de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l'inclusion sociale. Après la durabilité, y a-t-il une autre incidence de la loi Industrie verte pour les assureurs ? Alors oui, une deuxième conséquence concerne l'offre de support d'investissement. Ainsi, dans le cadre des offres de gestion à horizon des contrats épargne retraite, la loi Industrie verte introduit l'obligation de proposer une proportion accrue d'actions d'entreprises non cotées ou présentant une capitalisation boursière inférieure à 1,5 milliard d'euros, ainsi que des obligations dites vertes. Vous avez dit des obligations vertes, de quoi s'agit-il ? Une obligation verte, c'est un instrument financier associé à la finance verte qui peut notamment servir à financer des projets en lien avec la protection de la biodiversité, la réduction de la pollution, l'économie circulaire ou encore la lutte contre le changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre.
Très bien. La loi industrie verte prévoit-elle autre chose? Oui, cette loi est très large et les compagnies d'assurance doivent désormais proposer une offre de gestion pilotée avec une part minimale d'actifs non cotés notamment. Enfin, pour répondre au niveau de sensibilité ESG, on se souvient que ça signifie environnemental, sociétal et gouvernance, les fonds d'investissement ont été classés en 3 catégories. Et quelles sont ces catégories? Cette classification étant assez complexe, on ne va pas entrer forcément dans tous les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un règlement européen entré en vigueur en mars 2021 oblige les professionnels de la finance à être plus transparents sur les enjeux ESG qu'ils prennent en compte, ou non d'ailleurs, lorsqu'ils conçoivent des placements dans lesquels tout épargnant peut investir. En pratique, ce règlement a conduit au classement des fonds d'investissement en 3 catégories qui vont également être utilisées pour répondre aux préférences ESG dont nous avons parlé juste avant. Alors tout d'abord, nous avons les fonds dits article 9. Article 9, c'est l'article de la loi qui présente un objectif d'investissement durable. Il s'agit donc des fonds les plus engagés dans la démarche durable. Ensuite, nous avons les fonds dits article 8, qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et ou environnementaux. Et enfin, les fonds dits article 6, qui n'ont pas d'objectif d'investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG. Il s'agit donc des fonds les moins engagés dans la démarche durable. Donc si j'ai bien compris, l'article 9, on s'engage, l'article 6, on ne s'engage pas, et l'article 8, on est donc dans une situation intermédiaire. Mais dans ce dernier cas, il doit y avoir un certain nombre de nuances quand même. Alors oui, bien sûr, c'est toujours un peu plus complexe que ça. Dans la catégorie de l'article 8, qui est donc très large sur le marché, une segmentation complémentaire a été créée pour bien distinguer les différentes approches. Et là, on retrouve 3 catégories supplémentaires que nous avons identifiées, ainsi que d'autres acteurs du marché. Un premier niveau, dit article 8.1, prend en compte certains critères extra-financiers, mais ne s'engage ni sur une proportion minimale d'investissement durable, ni sur une proportion minimale d'investissement alignée à la taxonomie européenne. La taxonomie, rapidement, cela désigne la classification des activités économiques qui ont un impact favorable sur l'environnement. Il s'agit par exemple de l'atténuation du changement climatique ou de l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines. Le second niveau, article 8.2, les fonds vont alors s'engager sur une proportion minimale d'investissement durable, mais pas sur une proportion minimale d'investissement aligné à la taxonomie européenne. Et vous l'avez compris, les fonds article 3, 8.3, s'engagent à la fois sur une proportion minimale d'investissement durable au sens européen et sur une proportion d'investissement également alignée à la taxonomie européenne. Et pour le groupe Covéa, comment cela se traduit-il? Par exemple, si je suis titulaire d'un contrat d'assurance vie chez vous et que je souhaite sélectionner des fonds durables, comment je peux les identifier facilement? Pour gagner en transparence, nous classons désormais nos supports d'investissement selon leur niveau d'engagement durable. Pour plus de simplicité, les supports sont présentés avec un logo, un petit picto sous forme de feuille. Lorsque le support n'a aucune feuille, cela signifie qu'il n'intègre aucun critère environnemental et n'a pas d'objectif d'investissement durable. Il ne comporte aucun engagement sur une proportion minimum d'investissement ayant un objectif environnemental ou social. Lorsque le support affiche une feuille, cela signifie qu'il prend en compte des critères environnementaux ou sociaux et qu'il s'engage sur une proportion minimum d'investissement sur ces critères. Et enfin, les supports qui affichent 2 feuilles prennent en compte les critères environnementaux ou sociaux et en plus, ces supports s'engagent sur une proportion minimum d'investissement dédié à une activité environnementale. Le niveau d'engagement sur le plan environnemental est donc renforcé par rapport à celui du support ayant une seule feuille. Et comment être sûr que le produit correspond bien aux attentes de l'épargnant? C'est un sujet évidemment, et avant de faire une recommandation à un client, on va collecter ses préférences ESG via un formulaire qui vient compléter ce que nous appelons le devoir de conseil. Des préférences qui permettront de déterminer le profil ESG du client. Concrètement, on va retrouver 3 profils. Un profil neutre. Ici, le client n'a pas de préférence particulière ESG. Il est libre de faire ses versements sur les supports de son choix sans critères. Les clients qui ont un profil dit sensible. Ces clients souhaitent s'investir dans la finance durable, alors il leur sera proposé une allocation avec 80% minimum de fonds avec une feuille ou 2 feuilles. Et enfin, les clients les plus impliqués, dans cette situation, le client est très engagé dans cette démarche et il lui sera alors proposé une allocation avec 80% minimum de fonds avec une feuille ou 2 feuilles, mais 10% minimum de fonds devront être engagés dans la finance durable, donc avec 2 feuilles. Dernière question qui va conclure notre entrevue. Cette nouvelle réglementation, qui est assez complexe au demeurant, va-t-elle inciter les Français à investir dans ces types de supports? Les Français sont-ils vraiment réceptifs à l'investissement durable? Oui, absolument. Selon un sondage OpinionWay pour l'autorité des marchés financiers
datant de juillet 2021 montrait que 76% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Cette tendance croissante s'inscrit dans un contexte plus large où les préoccupations liées au développement durable et à la responsabilité sociale influencent de plus en plus le choix d'épargne et d'investissement. Ce taux d'engagement élevé de la part des Français révèle un paradoxe. Seulement 17% des Français détiennent actuellement des placements responsables ou durables. Une belle marge de progression donc. Ce qui nous montre que l'investissement durable a encore du chemin à faire. Ce podcast touche à sa fin. Mickaël, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer cette fameuse loi Industrie verte. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Éco-Publishing pour MAF. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, en particulier dépendant de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent. Les performances passées ne préjugent pas du niveau des performances futures.